Petit disclaimer de début de vidéo, comme depuis un mois je suis en voyage en Asie, je tiens donc à m'excuser pour la qualité de la lumière, de la vidéo ou de l'audio, mais je pense tout de même que vous allez apprécier la vidéo, bon visionnage. Manchester City traverse actuellement une période tumultueuse, marquée par une série de 6 matchs sans victoire, une première sous l'ère Pep Guardiola. Pire encore, cette mauvaise séquence inclut une défaite humiliante 4-0 à domicile contre Tottenham, mettant fin à une série de 52 matchs sans défaite à l'Etihad Stadium. Le technicien espagnol a de quoi essayer de se tirer les cheveux après avoir été la première équipe à se faire remonter à 3-0 en Ligue des Champions après la 75e minute. Mais malgré cette crise, Guardiola a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, affirmant sa volonté de redresser la situation et de poursuivre son projet à long terme avec le club. Dans cette vidéo, nous allons donc voir toutes les raisons de cette crise à Manchester City, comment s'en relever pour les Citizens, est-ce que Pep Guardiola a bien fait de prolonger, est-ce que c'est une erreur du club ou non, comment le club doit réagir d'un point de vue tactique mais aussi d'un point de vue du mercato, enfin bref, énormément de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Manchester City, et oui les amis, je crois que c'est la première vidéo dédiée à Manchester City sur ma chaîne, après 400 ou 500 vidéos, il était temps. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Comme d'habitude, si vous apprenez des choses, si vous passez un bon moment, si tout simplement vous kiffez la vidéo, un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, on s'approche des 40 000 abonnés, j'ai hâte d'atteindre ce palier. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Guardiola est toujours l'homme de la situation? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes différents arguments au cours de cette vidéo? Et vous allez voir que je vais faire intervenir Blue Moon, donc la page Twitter Blue Moon qui a plus de 100 000 abonnés, qui parle tout simplement de l'actualité de Manchester City, qui le fait avec passion. Et moi voilà, il me régale depuis plusieurs années, je regarde leurs tweets etc, ils sont très marrants. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description et ils vont répondre à mes questions en tant que fan de City, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un expert de son club. Donc voilà, je pense que vous allez kiffer cette vidéo, je vous souhaite un très bon visionnage, on est parti, let's go. Il y a beaucoup de problèmes à City et c'est pour ça que c'est même plus une crise. J'ai dit que c'était un tsunami parce que je le pense vraiment. On commence donc cette vidéo par l'analyse de l'effectif et il y a énormément de choses à dire. Parce que si on voit des mauvais résultats à City cette saison, c'est en partie aussi parce qu'on a l'impression que c'est une fin de cycle. On a l'impression qu'on arrive sur la fin de quelque chose à Manchester City et qu'il y a besoin de repartir sur un nouveau projet, sur quelque chose avec du sang neuf. Et donc si on arrive dans cette situation, selon moi déjà le premier fautif c'est Pep Guardiola. Pep Guardiola a fait des choses merveilleuses à Manchester City, c'est selon moi le meilleur entraîneur de l'histoire, même si je suis pas forcément fan, on va dire, toujours de sa manière de jouer ou de sa manière de s'exprimer, etc. Les résultats sont là, hein. C'est un coach fantastique, on l'a vu au Barça, au Bayern, à City. Il a construit quelque chose d'exceptionnel à Manchester City, mais on l'a vu aussi lors du dernier mercato, seulement 2 recrues, Savinho et Gundogan. 2 recrues qui ont du mal, on va dire, en ce début de saison à Manchester City. Gundogan, même si c'est un joueur formidable, la saison dernière il a été excellent au FC Barcelone. Bah là en ce début de saison c'est compliqué, hein. C'est plus que l'ombre de lui-même. Lui aussi c'est un joueur en fin de cycle ou en fin de carrière tout simplement. Savinho c'est différent, c'est un très jeune joueur, très talentueux, côté droit, côté gauche, très technique. Mais là on est déjà sur 16 matchs sans but, hein. De Bruyne l'a dit dernièrement, il a dit qu'il allait essayer de lui faire marquer son premier but pour lui donner confiance. Mais en tout cas selon moi, d'un point de vue extérieur, pour moi c'était la faute de Guardiola d'avoir un effectif qui ne se régénère pas. Mais écoutez un petit peu ce que me dit Blue Moon, selon lui ce n'est pas la faute de Guardiola mais la faute du directeur sportif Tiki. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, il y a un seul responsable de cette crise. Pour moi, c'est Tchéky, directeur sportif, qui va partir d'ailleurs. Alors, c'est une légende de City, hein, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de souci. Mais il a planifié l'effectif depuis 2 ans. C'est une catastrophe, que ce soit dans le recrutement, dans la planification de l'avenir. Et les 115 infractions présumées, ça n'a pas, on va dire, chamboulé la chose parce qu'on avait déjà fait des transferts malgré qu'on soit au tribunal. C'est vraiment son choix de ne pas régénérer l'équipe, et Guardiola est aussi en partie responsable parce qu'il veut un effectif petit. Et là-dessus, Blue Moon il a raison. Moi, le premier, je tape sur Pep Guardiola, mais celui qui fait les recrutements, bah, c'est bien le directeur sportif. Et en plus des recrutements, celui qui fait les ventes. Parce que l'été dernier, Manchester City s'est séparé donc de Julian Alvarez, de Joao Cancelo, de Sergio Gomez, de Yann Couto, de Calvin Phillips. Tout ça pour 141 millions d'euros. Et en échange, bah, ils ont juste recruté 2 joueurs. Et 2 joueurs décevants qui plus est. Et ça, c'est pas forcément la faute de Tiki ou de Guardiola. Ça, c'est les joueurs qui ne répondent pas aux attentes sur le terrain. Secondement, il y a des joueurs, comme je vous le disais, qui sont en fin de cycle.
Donc je me suis fait une petite liste. Le premier c'est Kyle Walker, il arrive sur ses 34 ans. C'est un des meilleurs défenseurs latéral droit sur les 10 dernières années dans le monde. C'est un vrai monstre Kyle Walker. Je l'ai trouvé très sous-estimé durant sa carrière parce que c'est un joueur qui a constamment progressé et qui a toujours ajouté des nouvelles cordes à son arc. Et c'est un joueur qui a tout simplement été capital dans le succès de Manchester City sur les dernières années, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Là tu sens qu'il arrive à la fin de quelque chose. Tu sens que Kyle Walker c'est plus le même. 34 ans, t'as l'impression que c'est peut-être le moment pour lui d'arriver dans un club un petit peu moins huppé, d'arriver dans un club où il aura un petit peu moins de pression, peut-être un club qui joue une seule fois par semaine, je ne sais pas, parce que t'as l'impression en tout cas qu'il est vraiment en fin de cycle. Pareil pour Kevin De Bruyne, qui est le joueur, sûrement le joueur le plus kiffant à voir sur les 10 dernières années à Manchester City, un joueur atypique, un joueur magnifique, pied droit, pied gauche, voilà, on aime tous Kevin De Bruyne, mais c'est vrai que le Belge semble arriver doucement, mais sûrement sur la fin de son histoire mancunienne. Pour ceux qui ne le savent pas, le joueur de 33 ans est donc sur sa fin de contrat cet été avec Manchester City et il l'a déclaré lui-même, il n'a rien reçu, aucune proposition de la part du club de City, donc il est un petit peu dans la même situation que Mohamed Salah, où ça fait un petit peu de bruit la semaine dernière, puisque Mohamed Salah à la fin de son match en zone mixte a dit qu'il était très déçu que Liverpool ne lui propose pas de nouveau contrat. Ça se comprend, hein, même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça se comprend parce que Mohamed Salah est exceptionnel. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Arne Slot là il y a 2 semaines. Et donc c'est la même chose pour Kevin De Bruyne, 33 ans, un des joueurs les plus importants de Manchester City, il n'a pas de nouvelle proposition de contrat, il est un petit peu dans le flou, mais il faut dire aussi que Kevin De Bruyne n'est pas fiable physiquement, et ça je pense que pour Manchester City, ils se disent bon c'est peut-être le moment de s'en séparer, il a un gros salaire, il arrive sur ses 33 ans, il aura 34 ans l'année prochaine, il n'est pas fiable physiquement, chaque année il a des blessures et des blessures, même si en général il est là pour les moments importants, mais c'est vrai qu'il a énormément de blessures. Donc bon, la position du club peut se comprendre, mais la position du joueur lui c'est qu'il a l'impression d'être encore performant, qui plus est que apparemment depuis le début de la saison il avait des douleurs et que là c'est la première fois face à Tottenham qu'il n'avait aucune douleur. C'est ce qu'il a dit, je me sens bien, pour la première fois de la saison je n'ai plus aucune douleur, contre Tottenham vous avez vu j'étais en meilleure forme. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est de bon augure pour la suite pour les Citizens, parce qu'on sait que quand tu as un excellent De Bruyne, bah, tu as forcément un excellent Manchester City. Autre joueur qui est également en fin de cycle, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, chaque année on nous dit ouais cet été il part, au final il part jamais. Tu as l'impression que là aussi bah, c'est trop tard, tu as l'impression qu'il aurait dû partir depuis déjà 1 an ou l'été dernier. On sait notamment que sa femme l'a dit plusieurs fois qu'elle en avait marre de Manchester. Ça se comprend parce que vous le savez, j'ai vécu à Manchester pendant 9 mois. Je peux vous dire que personnellement je ne pourrais pas rester 5-6 ans dans cette ville, j'aurais pété les plombs. C'est vraiment une ville catastrophique. Donc je comprends complètement la femme de Bernardo Silva. Mais ouais, Bernardo c'est peut-être le moment de partir, même si c'est pas le pire en vrai. C'est pas le pire dans les performances par rapport aux autres joueurs qu'on évoque et que je vais évoquer. Mais en tout cas c'est plus le même Bernardo Silva qu'il y a 2 ans quand City gagne la Ligue des Champions. Autre joueur qui semble en fin de cycle à Manchester City, c'est Jack Grealish. Grealish c'est un joueur que j'ai énormément défendu sur les dernières saisons. Depuis Aston Villa c'est un joueur que j'adore. Ce que j'adore notamment chez lui c'est que c'est un joueur qui est atypique, parce que désormais on est dans un football, tous les joueurs se ressemblent, tous les ailiers se ressemblent. Lui au moins il a son style de jeu, il est vraiment hyper atypique et ça c'est ce que j'ai toujours kiffé chez lui. Certes il a des défauts, hein, c'est un joueur qui des fois va ralentir le jeu etc. Mais ses qualités sont vraiment tellement fortes. Mais à Manchester City, depuis qu'il a été acheté 110-115 millions d'euros si j'ai pas de bêtises, il a toujours été un petit peu décevant, il a eu des bons passages, mais au global on va dire que c'est quand même assez décevant le passage de Jack Grealish à Manchester City. Et je pense que lui cet été va partir, je pense qu'il est temps de tourner la page, peut-être partir à l'étranger pour lui, on sait que c'est un bon vivant, pourquoi pas aller en Espagne, en Italie, voilà là où il fait chaud, là où il pourra se régaler, ou alors tout simplement retourner à Aston Villa, là où pour lui tout a explosé. Et donc en plus de ces recrues décevantes, de ces joueurs en fin de cycle, il y a aussi des cadres qui sont tout simplement en méforme. Le premier c'est Phil Foden. Phil Foden c'est le meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière, cette saison c'est l'ombre de lui-même. Mais où est passé Phil Foden saison 2023-2024? Parce que le Phil Foden 2024-2025 ça n'a rien à voir. On pensait tous que sa carrière était lancée, qu'il allait devenir un gros joueur régulier, une grosse tête d'affiche de Première Ligue. Il y en a même qui disaient ouais vous voyez Phil Foden il a éteint la carrière de Bukayo Saka etc. Mais au final ce qu'on constate c'est que Bukayo Saka ça fait des saisons qu'il est régulier, qu'il est très régulier, même si peut-être son niveau de plafond est plus bas que celui de Phil Foden. Mais Phil Foden c'est toujours des montagnes russes, c'est un coup c'est excellent, un coup c'est catastrophique, un coup c'est le meilleur joueur de Première Ligue, un coup c'est fantomas. Et ça forcément ça a un impact dans la saison de Manchester City quand le meilleur joueur de la saison dernière ne répond pas présent cette saison. Bien évidemment que ça se ressent dans la dynamique du groupe mais surtout dans les résultats du club. L'autre joueur cadre qui est un petit peu en méforme cette saison, méforme c'est peut-être un petit peu sévère de dire ça, c'est Erling Haaland. Haaland la saison dernière et comme depuis son arrivée à City il y a 2 ans, c'est un monstre, il enchaîne but sur but, il bat record sur record. Cette saison c'est pas dégueulasse, hein, c'est quand même 12 buts en 12 matchs de Première Ligue, c'est même très bien.
mais c'est seulement 2 buts sur les 7 derniers matchs au moment où je tourne cette vidéo. En première ligue, je précise, parce que là en Ligue des Champions il a marqué 2 buts face au Feyenoord, mais en première ligue c'est 2 buts sur les 7 derniers matchs. On le sait, Erling Haaland dans les gros matchs il a tendance un petit peu à disparaître avec Manchester City, et ce qui est problématique c'est que si lui ne marque pas, personne d'autre va le faire, parce que les ailiers ne marquent pas. Vous allez voir que Blue Moon va nous en parler juste après, mais juste avant, regardez cette action de Erling Haaland face à Tottenham. Ça c'est vraiment symptomatique du Erling Haaland en perte de confiance, parce que là il est dans une excellente position à la 4ème minute. Ça c'est une situation, lorsqu'il est en confiance, ça finit à 99% au fond des filets, ça fait trembler les filets d'une manière très brutale. Là il est en perte de confiance et donc il rate cette occasion un petit peu simple, et c'est sûr que s'il avait marqué ce but ça aurait totalement changé le match face à Tottenham, puisque City aurait mené à la 4ème minute, etc. Voilà, un numéro 9 qui n'est pas en confiance, bah c'est compliqué pour l'équipe, parce que c'est lui qui doit planter les buts, parce que oui, je vous le disais, les ailiers ne marquent pas dans cette équipe. On va écouter Blue Moon, le supporter de Manchester City, qui nous en parle, mais c'est vrai que les ailiers de City sont vraiment inefficaces. Premièrement, nos ailiers ne marquent pas des buts. Savigno, Doku, Grealish, allez, Foden, c'est pas vraiment un ailier, mais c'est, on va dire, un milieu offensif. Il ne marque aucun but. Le seul joueur qui a marqué un but en Premier League, c'est Doku. C'est abyssal. Depuis que je supporte City, depuis 2011, même sous l'époque Mancini, même sous l'époque Pellegrini, on avait toujours un minimum de joueurs qui étaient décisifs. Là, c'est une catastrophe. Autre facteur important qui influence les résultats de Manchester City, on va dire par rapport à l'effectif, bien évidemment, vous m'avez vu venir, c'est les blessures. Manchester City n'est vraiment pas épargné par les blessures cette saison. Pep Guardiola l'a dit en conférence de presse, rendez-moi mes joueurs et vous verrez. C'est difficile de jouer 104 défenseurs centraux, 2 milieux défensifs, le meilleur joueur du monde Rodri pendant toute une saison et avec un ailier. Rendez-moi mes joueurs et vous verrez. Et ça, on peut pas lui enlever à monsieur Pep Guardiola. C'est que dans n'importe quelle équipe, du football de district au football de Ligue des Champions, t'enlèves 5, 6, 7 joueurs titulaires, bah c'est forcément compliqué. Même quand tu t'appelles Manchester City et que tu as le meilleur banc sur le papier d'Europe, ça reste compliqué, parce que tes éléments forts, c'est des éléments qui sont aussi importants sur le terrain, dans le vestiaire, dans la dynamique de groupe. On te les enlève, bien évidemment que tu vas être plus faible et que ça peut créer une crise et ça peut enchaîner quelques matchs sans victoire, notamment lorsque tu perds Rodri, ballon d'or, qui te permet depuis 2 ans d'être excellent. Vous connaissez mon avis là-dessus, pour moi il mérite 100 fois le ballon d'or, je suis très content pour lui. Et pour ceux qui partageaient pas mon avis et qui préféraient Vinicius, moi je vous comprenais aussi, mais là vous voyez bien que l'absence de Rodri est vraiment catastrophique pour Manchester City et que ça se ressent vraiment. C'est pas des arguments bidons qu'on vous donne comme ça, là vous le voyez, c'est concret, c'est sur le terrain. Depuis que Rodri n'est plus là, City est vraiment en galère. Et donc le problème avec cet effectif et toutes ces blessures, c'est que tu as énormément de joueurs qui ne sont pas fiables physiquement. Là si j'essaye de vous faire un petit peu une liste comme ça de joueurs qui ne sont pas vraiment au top physiquement constamment sur une saison à Manchester City, t'as Jérémy Doku, ça on le sait depuis le Stade Rennais, c'est un joueur très peu fiable physiquement. Jack Grealish qui se blesse également souvent. Kevin De Bruyne, on le sait, chaque saison il a 1, 2, 3 blessures. Matteo Kovacic, John Stones, Nathan Ake, Kyle Walker qui se blesse aussi pas mal, t'as Rodri du coup qui s'est fait les croisés. Enfin voilà, t'as beaucoup de joueurs qui sont pas assez fiables physiquement, et ça je pense que dans l'équilibre de l'effectif, c'est un vrai défaut. Si on peut essayer de trouver des défauts à cet effectif de Manchester City sur les dernières saisons, c'est que t'as trop de joueurs qui sont souvent blessés, et ça fait mal comme je vous l'expliquais juste avant. Bon là la famille, on voit tout en noir, c'est une crise, on voit que le négatif. J'ai donc demandé à Blue Moon, est-ce qu'il voyait du positif en ce début de saison, est-ce qu'il y a des choses à retenir, et dans sa réponse tu sens que le mec est désespéré et qu'il est vraiment au fond du trou. Franchement, il y a strictement, quasiment rien du tout. Je vais pas te mentir. À part le fait qu'on a gagné un trophée Community Shield et que Rodri a gagné le Ballon d'Or. Les premiers matchs ont été intéressants, même sans Rodri. Mais depuis sa blessure contre Arsenal, je pense qu'il y a eu un gros problème mental. Vraiment compliqué. Vraiment très compliqué. Même individuellement, j'arrive pas à trouver un seul joueur qui soit dans une période décisive et positive depuis le début de saison. Pourtant, tu vas te dire, mais t'es deuxième de Première Ligue, t'es en Ligue des Champions, t'es en barrage. Mais franchement, j'ai vraiment aucune chose positive à prendre, à part c'est la première fois qu'on a une crise comme ça sous Guardiola, et il faut se resserrer les coudes, tout simplement. Bon les amis, parlons tactique. Vous le savez, je le fais de plus en plus sur la chaîne YouTube. Dernièrement, j'ai fait Liverpool, le Real Madrid par exemple. J'aime beaucoup parler tactique sur cette chaîne. Et à Manchester City, cette saison, il y a des vrais problèmes tactiques. Le gros problème, le gros souci en dehors de cet effectif qu'on a analysé, pour moi le gros souci c'est l'efficacité dans les deux surfaces. T'as l'impression que Manchester City a perdu cette solidité défensive qui faisait vraiment sa force sur les dernières saisons. Je dirais même plus qu'une solidité, une sérénité défensive. Voilà, Manchester City ça a toujours été ça a toujours été le calme derrière. Là t'as l'impression que défensivement c'est vraiment une catastrophe. Offensivement aussi, on l'a vu par exemple avec l'action d'Erling Haaland, on l'a vu avec ses ailiers qui ne marquent pas,
mais défensivement c'est ce qui me choque le plus. Kevin De Bruyne l'a également souligné, on dirait qu'on ne gère pas vraiment les moments où ça va mal dans le jeu. Il y a eu des moments où ça se passe vraiment bien, où on se crée des occasions, mais le problème en ce moment se situe dans les deux surfaces. On encaisse trop facilement et on ne marque pas les buts qu'on devrait marquer. C'est exactement ce que je pense sur Manchester City. Pep Guardiola l'a également dit, dans la surface adverse nous ne marquons pas assez de buts et défensivement on prend trop de buts. Dans les deux extrémités du terrain, nous ne sommes pas bons. C'est exactement ça le problème. On va le voir avec différents screens sur les matchs face à Tottenham et face à Feyenoord. Concernant Feyenoord, 3-0 74e minute. Regardez ce qui se passe défensivement. Guardiola qui envoie, je sais pas, une saucisse derrière. On ne sait pas ce qui se passe. Donc Ederson qui sort, qui se fait effacer par l'attaquant adverse. Voilà, et qui marque tranquillement. D'ailleurs, on peut le dire, Ederson et Gvardiol, c'est pas vraiment les joueurs exempts de tout reproche sur cette remontada de Feyenoord. C'est un petit peu les deux plus gros fautifs, j'ai trouvé, après avoir regardé le match en replay ce matin. Je les ai trouvés vraiment catastrophiques, notamment en seconde mi-temps. Gvardiol, c'est peut-être un joueur qui enchaîne un peu trop. Il est là, il joue toutes les minutes, 2 fois par semaine. Il est tout le temps titulaire. C'est un joueur qui a été exceptionnel la saison dernière et en ce début de saison. Là, il commence vraiment à être problématique pour l'équipe, donc c'est peut-être le moment de le faire reposer. Je vais dire le faire tourner, mais non, le faire reposer. Sinon, sur le troisième but de Feyenoord, on voit la sortie catastrophique d'Ederson qui est parti chercher les chocolatines, les pains au chocolat chez le boulanger. Pendant ce temps-là, il laisse son but tranquillement ouvert. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Donc ouais, Ederson et Gvardiol complètement fautifs. Un vrai manque d'efficacité dans la surface défensive de Manchester City. Voilà, là ils sont vraiment transpercés comme du beurre. À 3-0 à la 75e, Gvardiol qui t'envoie cette passe décisive qui relance totalement Feyenoord. Et après à la 89e, t'as Ederson qui rate complètement sa sortie. On dirait vraiment une équipe amateur. À 3-0, normalement tu verrouilles. Même si c'est vrai que Guardiola a fait des changements un petit peu cata. On va dire que son coaching n'a pas été vraiment exempt de tout reproche lui non plus. Mais même avec un coaching comme ça, dans tous les cas, t'es pas censé faire des erreurs individuelles aussi fortes. Et ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas à Manchester City avant, dans cette surface de réparation défensive. T'as l'impression que les équipes adverses maintenant rentrent dedans comme si c'était du beurre, marquent des buts, et puis voilà, c'est normal. Tottenham marque 4 buts, Feyenoord marque 3 buts, tout ça à l'Etihad Stadium. Alors que je vous le rappelle, à la base, l'Etihad Stadium, c'est le stade où c'est le plus dur de marquer un but et de gagner un match. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu les portes ouvertes. Tu viens, tu marques tes buts, tu repars avec minimum ton point. Et ça, il faut vraiment que ça s'arrête pour tous les citizens. Bon les amis, parlons mercato. J'ai hésité à faire cette vidéo sous un format de mercato parfait comme j'ai fait pour le PSG la semaine dernière, comme je vais le faire pour d'autres clubs sur les prochaines semaines. Mais je me suis dit que c'était un petit peu compliqué, on va dire, de faire un mercato parfait de Manchester City pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout simplement Pep Guardiola annonce que la reconstruction de Manchester City aura lieu à la fin de la saison. Il a dit à la fin de la saison, nous allons prendre des décisions. Moi je suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Si Manchester City a encore des ambitions pour cette saison, ça doit commencer dès cet hiver, hein. T'as un mercato hivernal, ça favorise les clubs riches, ça favorise les clubs puissants. Bah faut que Manchester City utilise cette fenêtre d'un mois pour corriger ce qui manque dans cet effectif. J'ai d'ailleurs demandé à Blue Moon si selon lui Manchester City pouvait bouger lors de ce mercato hivernal. Il m'a dit que c'était tout simplement une obligation, que c'était tout simplement que ça allait se faire, qu'il avait même eu des bruits de couloir de gens qui travaillent autour de Manchester City comme quoi ça allait être mouvementé. Donc voilà, je vous laisse écouter sa réponse, là aussi c'est très pertinent. City va acheter un milieu défensif, c'est sûr à 100%. D'ailleurs, avec des personnes qui sont proches du club, qui sont très très fiables, eux-mêmes m'ont dit qu'Haaland allait signer. M'ont clairement fait comprendre que c'est sûr à 100% qu'ils vont acheter un numéro 6 et il y a même des bruits de couloir qui vont recruter Ederson de la Valentin Bergame. Moi j'espère qu'au début je voulais qu'un 6, je me suis dit bon, mais là je pense que faut recruter même un latéral, faut recruter peut-être 1 ou 2 joueurs en plus. Hein. Et donc voilà, moi aussi je partage cet avis. Selon moi, Manchester City va devoir sortir le chéquier cet hiver. Voilà, faire minimum 2-3 recrues. Je pense que c'est vraiment le minimum. 2 ou 3 autres recrues, comme nous disait Blue Moon pour cet été. Comme ça, tu as régénéré ton effectif. Cet été, tu fais des ventes. Et voilà, tu auras changé peut-être, je sais pas, 25-33% des titulaires. Peut-être 3-4 nouveaux titulaires minimum. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut te permettre de lancer un nouveau projet. Pas forcément un nouveau projet, mais de continuer sur la base des 7-8 ans de Guardiola, tout en lançant quelque chose de nouveau. Avant, tu as eu le projet Sergio Agüero, David Silva. Après, tu as eu le projet De Bruyne, Erling Haaland. Maintenant, je pense qu'il est peut-être temps de lancer un nouveau projet avec de nouvelles recrues cet été. Mais là, on va parler vraiment du mercato hivernal. Cet été, je pense que City va se positionner sur des énormes joueurs, sur des Jamal Musiala, des Florian Wirtz,
des Rodrigo, etc. Mais pour ce mercato hivernal, voilà, je me suis un petit peu renseigné et je vais vous parler un petit peu des joueurs qui sont possiblement des futurs joueurs de City. Donc là, c'est pas des joueurs que moi je conseille à City de prendre, c'est pas un mercato parfait. Là, on parle vraiment des rumeurs et des bruits de couloir qui se passent autour du club. Le premier, donc, c'est Zabarny, le défenseur de Bournemouth, le défenseur ukrainien qui est vraiment excellent, qui fait une très belle saison tout simplement, qui a un énorme potentiel, qui a d'ailleurs été très fort face à Manchester City. Là, c'était il y a 2-3 semaines. Il a fait un énorme match face à City, je l'ai trouvé très très bon. Voilà, 1m90, défenseur central, déjà 45 sélections avec l'Ukraine alors qu'il a que 22 ans. Un énorme potentiel, ça peut vraiment renforcer la défense des Citizens. Alors que ça soit cet hiver ou cet été, dans tous les cas, ça serait une très bonne pioche. Estimé à 32 millions d'euros, on parlera plus d'un transfert autour des 60 millions d'euros apparemment. Vous le savez, les transferts entre clubs de Première Ligue, ça monte très très vite. En termes de latéral gauche, on nous parle d'Ait Nouri, qui est un joueur que Guardiola adore, où il le maxe un petit peu assez souvent. On sait que Guardiola en conférence de presse, il aime bien faire plaisir à ses adversaires. Mais Ait Nouri, j'ai eu pas mal d'échos comme quoi c'est un joueur que Guardiola adore. Et donc il pourrait rejoindre les Citizens. C'est un défenseur très offensif, hein, très technique, très spectaculaire aussi. Ça ferait plaisir de le voir à Manchester City, lui qui était en Ligue 1 après du côté de Wolverhampton. Là, s'il arrive à Manchester City, ce serait vraiment une très belle progression. C'est un joueur qui a 24 ans, 23 ans même. Voilà, c'est un joueur très talentueux. Ça ferait plaisir de voir du côté de Manchester City. Et ça, je pense que ça peut arriver dès cet hiver pour amener vraiment du sang neuf et amener un petit peu un côté créatif, explosif, qui peut vraiment permettre sur le côté gauche de Manchester City d'amener du danger. Concernant les pistes au milieu de terrain, actuellement il y a 4 noms qui circulent. Je pense qu'il y aura plus un milieu défensif et un milieu box-to-box. Je pense que c'est possible que City recrute 2 milieux de terrain cet hiver. Au moins un, ça c'est sûr. Blue Moon me l'a confirmé comme quoi un milieu défensif allait venir. Mais moi je pense qu'il y en aura un autre. Les 4 noms sont donc Ederson de l'Atalanta, Richie, Zubimendi et Adam Wharton. Alors le plus connu parmi les 4 c'est Zubimendi qui viendrait dans ce rôle un petit peu de remplaçant de Rodri. Milieu de terrain défensif espagnol très intelligent, très compatible avec le jeu de Guardiola je trouve. On va pas se mentir, ça serait une excellente doublure pour Rodri, hein. Si t'as Rodri titulaire, Zubimendi en remplaçant, ouais, c'est du sexe, hein, c'est magnifique. Et donc là, pour la blessure de Rodri jusqu'à la fin de saison, si tu peux avoir un Zubimendi titulaire, ça serait vraiment excellent. Et puis moi, le deuxième que j'aimerais bien voir, apparemment ça sera plus Ederson de l'Atalanta qui viendrait. Mais moi j'aimerais beaucoup voir Adam Wharton, qui est un joueur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube, sur TikTok. C'est un joueur que j'adore, que je trouve très talentueux, très jeune, le milieu de terrain anglais, qui a même fait l'Euro avec l'Angleterre, même s'il n'a pas beaucoup joué, bah voilà, c'est un petit peu le Zaïre Emery, on va dire, de l'équipe d'Angleterre. C'est un joueur très bon, très spectaculaire, très technique. Et j'aimerais beaucoup le voir à Manchester City. Mais c'est vrai que ça peut devenir aussi le nouveau Calvin Phillips, ce genre de joueur très talentueux qui rejoint City. Et peut-être un petit peu trop tôt, peut-être qu'ils ont du mal un petit peu à digérer ce transfert. Donc faut faire attention. Mais si tu fais Zubimendi et Adam Wharton, je trouve ça très fort. Et si tu fais Zubimendi et Ederson ou Zubimendi et Richie, bah, ce serait exceptionnel. Même si je pense que le plus complémentaire, ce serait Ederson de l'Atalanta qui a un milieu un petit peu plus avancé. Et Zubimendi qui viendrait en truc milieu défensif. Même si apparemment le Real Madrid serait aussi très intéressé par l'avenue de Zubimendi. Donc faut faire attention. Concernant les joueurs offensifs et notamment au poste d'ailier, il y a un joueur qui revient souvent, on va dire, dans la discussion auprès de City. Parce que c'est un joueur qu'adore Guardiola. C'est Kulusevski, l'ailier de Tottenham et l'ailier suédois de Tottenham, qui est un joueur qui lui marque des buts. Et ça peut faire la différence. On en parlait tout à l'heure, les ailiers de City ont beaucoup de mal à marquer des buts. Lui, lorsqu'il est en confiance, parce qu'il y a eu des périodes où il était vraiment catastrophique, mais lorsqu'il est en confiance, c'est un joueur qui sait marquer, c'est un joueur qui sait dynamiser une ligne d'attaque. Ça peut être vraiment une sorte de concurrence à Savigno très intéressante. Ça peut aussi être le remplaçant de Riyad Mahrez, hein, si on utilise des mots forts, parce que même si Savigno, il ressemble beaucoup à Mahrez dans sa façon de jouer, peut-être que finalement c'est Kulusevski qui sera le remplaçant de Riyad Mahrez, je ne sais pas. En tout cas, ça coûtera très cher si jamais ça se fait. Et puis si ça se fait cet hiver, ça me surprendrait. Je pense que ce sera plus cet été. Mais il y a moyen que ça monte à 70-100 millions d'euros parce que c'est un joueur qui a la cote. Et vous le savez, entre deux clubs anglais, les prix s'envolent très rapidement. Et sinon, au poste d'attaquant, hein, pour avoir un joueur très différent de Erling Haaland, même si je ne sais pas comment ça fonctionnerait un petit peu, mais je pense que João Pedro peut vraiment être le remplaçant de Julian Alvarez. Julian Alvarez qui est parti du côté de l'Atlético de Madrid, qui est vraiment cet attaquant, ce deuxième attaquant, quasiment ce numéro 10, un petit peu polyvalent. Je pense que João Pedro, l'attaquant de Brighton, ça serait vraiment le remplaçant idéal de Julian Alvarez. C'est lui aussi un joueur très polyvalent, très technique, qui a cette faculté à savoir faire des passes décisives, à marquer des buts, qui a un sang-froid devant le but qui est excellent. Donc je pense que vraiment João Pedro, ça aussi par contre ça coûtera cher, mais ça peut être une excellente recrue pour City. Et ça je le verrais bien se faire dès cet hiver. Je trouve que c'est le genre de transfert qui est possible en hiver, un João Pedro qui signe à City.
qui passe d'un bon club à un excellent club, à un des meilleurs clubs du monde. Je pense que ça peut se faire autour des 60 millions d'euros, mais ça serait vraiment une excellente recrue pour les Citizens. La famille, on arrive sur la dernière partie de cette vidéo. Quel avenir pour Manchester City? Est-ce que Guardiola déjà a bien fait de prolonger? C'est une des questions que je me suis posée. Lui, il a dit: j'ai le sentiment que nous ferons de très bonnes choses cette saison. Je n'abandonne pas, j'ai le sentiment que nous serons là. Je sais que lorsque nous perdons, tout est remis en question. C'est notre affaire, nous devons gagner des matchs. Ok, donc il a l'air encore très ambitieux, Pep Guardiola. Il n'a pas changé son fusil d'épaule. Il est toujours là avec Manchester City. Mais moi, j'ai posé la question à Blue Moon: est-ce que Guardiola a bien fait de prolonger? Et même, est-ce qu'il a été prolongé trop tôt selon toi? Non, je pense pas qu'il a été, je pense pas qu'il a été prolongé trop tôt. Pour moi, c'est le meilleur coach du monde, le meilleur coach de l'histoire. Et c'est pas parce que il y a une crise de 1 mois, 2 mois qu'on doit le virer tout simplement. Même avant qu'il prolonge, on était sur 4 défaites de suite. Peu importe les résultats de cette saison, même si on finit 9e ou 10e, Guardiola, je le vire pas, hein. Vous l'avez donc compris, Guardiola n'est pas un entraîneur comme les autres, parce que dans la plupart des clubs, t'enchaînes 6 matchs sans victoire, bah t'es déjà limogé, hein, surtout 5 défaites consécutives, plus un 6ème match où tu te prends une remontada en Ligue des Champions. Bah, normalement dans n'importe quel club, avec n'importe quel coach, tu te fais virer. Même si vous me direz qu'Unai Emery a vécu la remontada avec le PSG, c'est pas fait virer, donc il y a toujours des exceptions à la règle. Mais voilà, Pep Guardiola, il a envie de se faire du mal, on l'a vu. Je me suis fait ça avec mes doigts car j'ai envie de me faire du mal. Voilà, il est arrivé après le match de Feyenoord, il a été déchiqueté, on aurait dit qu'il s'était battu avec un gang de chats, un gang du Bronx carrément. Mais voilà, Guardiola se fait du mal, tu le sens que c'est pas une bonne période pour lui, tu le sens qu'il a envie de changer les choses. Donc bon, j'ai l'impression que tous les supporters de City le soutiennent, ils savent la chance qu'ils ont d'avoir un entraîneur aussi bon, même s'il est très agaçant. Guardiola, on peut le dire, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire ou au moins le meilleur entraîneur du monde actuellement. Il a fait des mauvais changements face au Feyenoord, l'entrée de De Bruyne, pardon, la 68e, l'entrée de Simpson Pussy et McAtee à la 68e, des joueurs en manque de confiance, etc. C'est quelque chose qui a fait réagir sur Twitter, notamment Blue Moon. Son tweet m'a pas fait mal rire, il a dit: c'est le pire changement de l'histoire du club, le pire. Il change sa défense centrale pour mettre un puceau de 19 ans qui en prend 6 contre le Sporting et Brighton. Il change son 6 qui faisait un bon match pour faire entrer un KDB offensif. Il fait entrer McAtee en crise de confiance. Déséquilibre total alors que l'équipe est à la rue mentalement, c'est trop grave. Voilà, son tweet m'a beaucoup fait rire et je pense donc qu'il a raison, il connaît très bien son sujet. Et voilà, on l'a tous vu que de toute façon les changements de Guardiola ont créé un vrai déséquilibre et ont un petit peu niqué le match de Manchester City. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même cool de voir que Guardiola a été prolongé malgré la crise. Ça permet de clarifier la situation, ça permet de rassurer un petit peu tout le monde. Parce que moi le premier, je pensais que Guardiola allait partir, j'aurais bien aimé voir Guardiola dans un autre club. Désolé à tous les supporters de City qui vont regarder cette vidéo, mais pour moi Guardiola, j'ai envie de le voir ailleurs, j'ai envie de le voir peut-être dans une équipe un petit peu moins huppée. Vous savez, un club genre Arsenal, pas Arsenal, mais voilà, un club comme ça qui va essayer de faire gagner tout simplement, genre un Tottenham, ou si tu vas en Allemagne, je ne sais pas, tu prends Dortmund. Voilà, j'ai envie de le voir dans un club un petit peu moins huppé et qu'il essaye tout simplement de les mettre sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde. Moi ça me ferait kiffer, voilà, peut-être que j'ai une vision trop romantique du football, trop utopiste, et que quand il partira de City ce sera pour la sélection espagnole, je ne sais pas, parce qu'il a quand même ce côté catalan indépendant, donc je ne sais pas si ça l'intéresserait. Mais voilà, moi j'aimerais bien voir Guardiola dans un club un petit peu plus moins huppé, on va dire. Donc j'avais hâte de le voir finir son contrat, malheureusement pour moi, mais heureusement pour tous les Citizens, il a prolongé. Donc je pense que c'est très bien pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, City va sortir de la crise? Mon avis est que City ne va pas gagner le titre. City, ça sera peut-être la moins bonne saison de l'ère Guardiola à Manchester City, mais ça restera quand même pas mal. Je pense que à partir de janvier-février, ça va repartir et qu'ils vont finir top 4 de Première Ligue. Là encore une fois, j'ai posé la question à Blue Moon, je lui ai demandé est-ce qu'il croyait encore au titre, etc. Et sa réponse m'a surpris, il ne croit même plus au top 4 de Première Ligue. Ah ouais, c'est fini, hein, le titre. Moi, je pense que même j'ai peur pour le top 4. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que City traverse aujourd'hui. Il y a des joueurs en fin de cycle, il y a des joueurs blessés. Et la compétitivité de la Première Ligue, elle ne te pardonne pas. Et là, j'ai vraiment peur pour le top 4, que le titre, pour moi, c'est fini, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, hein. Voilà, peut-être qu'il a raison, ça seul le temps nous le dira, mais peut-être qu'il est un petit peu aussi trop. Comme moi avec le PSG, des fois on manque un petit peu, pas d'objectivité, mais on est beaucoup dans le sensationnel lorsque tu es supporter, parce que bah, c'est ton cœur qui parle. Donc lui en tout cas il a peur pour le top 4 de Première Ligue. Personnellement je pense que City finira 3ème de Première Ligue à la fin de la saison, mais ça va être compliqué pour eux d'aller chercher la Ligue des Champions. Quoique tu sais jamais, parce que le football ça va tellement vite. La City ils sont en train de descendre et d'un coup ça peut remonter et ils vont devenir la meilleure équipe du monde. Ça va tellement vite le foot que ça ne m'étonnerait qu'à moitié, surtout quand tu as Guardiola comme coach. Tu sais qu'à tout moment, hop, il te sort une nouvelle tactique, il te sort
un nouveau truc de son chapeau et ça repart. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous c'est la fin du grand Manchester City de Guardiola? Personnellement je pense pas, je pense que ça va être une saison un petit peu plus compliquée. Et la saison prochaine, via des très bons mercatos, via on va dire ce nouveau effectif qui va être régénéré, je pense que ça va repartir et que Guardiola va continuer de nous écraser avec son Manchester City pendant quelques saisons, malheureusement pour tous. Mais bon, heureusement pour les Citizens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet possible avec mes moyens. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Vous pouvez aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux pour un petit peu voir mon voyage en Asie jusqu'à Noël. Encore désolé pour ce décor un petit peu miteux, pour cette qualité un petit peu moins bonne que d'habitude, l'éclairage est moins bon, etc. L'important c'est que le son est bon normalement. J'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez passé un bon moment pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a plein d'autres vidéos à voir sur la chaîne si jamais vous découvrez la chaîne. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. C'était BR10, la famille, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Encore merci à Blue Moon, peace.